Bonsoir à tous, bienvenue dans 27-27, vous l'aurez compris, comme les 27 pays de l'Union et c'est presque 500 millions d'Européens. Ravis de vous retrouver. Au programme de cette émission, peut-on encore garantir l'accès à l'avortement? À l'heure où le droit des femmes à disposer de leur corps est plus que jamais menacé, comme en témoigne le recul historique de juin dernier aux États-Unis, comment préserver l'accès légal à l'IVG en Europe? Comment réduire les inégalités sociales et territoriales qui entravent ce droit? Et l'avortement, en un mot, c'est la question que nous avons posée aux Européens réunis en débat en amont de cette émission. Je dirais tuer. La même chose, tuer. Clairement, sauver une vie. Pro-femme. Anti-femme. Pro-femme. Terminer une vie intentionnellement. Un droit. Nécessité pour les femmes partout dans le monde. Et avec nous pour en débattre, Rada Hatem, gynécologue obstétricienne et fondatrice de la Maison des Femmes à Saint-Denis, en région parisienne. Elle pilote ce centre médico-social et d'autres qui accompagnent des victimes de violences. Face à elle, Andrea Dieben, figure de la lutte pour les droits des femmes à Malte, un pays où l'IVG reste interdit. Pilier de plusieurs ONG pro-choix, elle a participé à la création d'un planning familial sur l'île. Enfin, Léa Octor est-elle directrice régionale pour l'Europe au sein de l'ONG Centre pour les droits reproductifs. Elle est spécialiste des politiques publiques européennes et du plaidoyer en matière d'avortement. Notre reportage nous emmènera en Pologne où nous suivrons la première activiste à être poursuivie en justice pour avoir aidé des femmes à avorter, une démarche illégale depuis janvier 2021. Pour moi, il est important de partager ce savoir, de partager mon histoire, pour que les femmes n'aient pas peur, comme moi j'ai pu avoir peur quand j'ai avorté. Et enfin, notre grand entretien, je recevrai la philosophe de la pensée féministe Geneviève Fraisse. Nous parlerons du corps des femmes, un corps source d'instrumentalisation politique, espace d'émancipation comme de domination. Voilà pour le menu de 27, c'est tout de suite. Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans 27, ravi de vous retrouver. Et dans ce débat, comme chaque semaine à mes côtés, Corentin Chrétien de Rose. Alors, Good Kväll, Corentin, c'est comme ça qu'on dit? Oui, Good Kväll, Nora. Good Kväll, c'est quelle langue? C'est suédois. Bon, eh bien écoutez, Corentin, vous allez nous parler des dates, des chiffres, des données clés et être le petit rapporteur du débat organisé en ligne avec des Européens avant cette émission. Un débat qui a été un peu spécial cette semaine. Oui, chez 27, nous, on a une conviction, c'est que même si on n'est pas d'accord, surtout si on n'est pas d'accord, on doit se parler. Donc, comme chaque semaine, nous avons organisé notre conversation avec des Européens. Ils étaient citoyens, activistes, chercheurs venus de Malte, de Pologne, d'Autriche et de toute l'Europe. Mais le débat a vite montré à quel point le sujet est sensible, avec des participants campés sur leur position. Malgré tout, nous avons pu entendre les arguments des deux camps et tenter ensemble de comprendre pourquoi le droit à l'avortement est aujourd'hui menacé en Europe. Et vous avez tenté de résumer ce débat houleux, Corentin. C'est votre pourquoi de la semaine. À quel moment commence la vie? À la naissance? À la conception? Ou avant? Chaque ovule, chaque spermatozoïde, est-il aussi sacré que la vie elle-même? Demandez aux Européens, vous aurez 500 millions de réponses. La science ne dit pas où la vie commence. Dès la fécondation, il y a un être. Ce n'est pas un enfant, c'est un embryon. C'est une étape de la vie humaine. Mais c'est mon corps! Ce n'est pas votre corps. Le débat est métaphysique, sans issue. Alors en Europe, c'est la loi qui tranche. Dans 24 pays sur 27, l'avortement est légal ou dépénalisé. L'Europe est devenue un continent qui est sûr pour les femmes. Vous dites que l'avortement sauve les femmes, mais il tue aussi des bébés. Cet argument ne convainc pas la majorité des Européens. En France, en Allemagne et en Suède, en Hongrie ou en Espagne, 8 personnes sur 10 sont favorables au droit à l'avortement. Mais ce soutien baisse depuis 10 ans dans l'opinion. Et les activistes pro-vie comptent bien lui faire la peau. Vous êtes des tueurs de bébés! Leur dernière victoire date de 2020. L'avortement est devenu quasiment illégal en Pologne. En Italie, 70% des gynécologues refusent de le pratiquer. Et les avortements sont totalement illégaux à Malte. Mais suffit-il vraiment de les interdire pour qu'ils n'arrivent plus?
Ce qui arrive quand l'avortement est illégal, c'est que les femmes essayent de le faire elles-mêmes. À Malte, on a vu des femmes qui ont essayé de se mutiler en mettant des objets dans leur utérus, en se jetant dans les escaliers, ou même en préparant leur suicide. C'était ma routine de soigner des femmes après un avortement illégal. C'était horrible, presque une situation de guerre. Va-t-on revenir à ce genre de situation en Europe? À l'époque des cintres et des femmes qui meurent. Comment éviter un tel retour en arrière? On devrait rester dans la pureté jusqu'à ce que l'on soit marié. On devrait vraiment réfréner nos désirs. Vraiment? Peut-on convaincre des millions d'Européens d'arrêter de faire l'amour pour le plaisir? Ou faut-il plutôt encourager la contraception? Et demain, le droit d'avorter va-t-il redevenir un combat sur notre continent? Après des siècles de conflits, pourquoi le corps des femmes est-il encore un champ de bataille? Le corps des femmes, toujours, encore et toujours un champ de bataille. Comment est-ce que vous expliquez, Léa Auctor, que ce droit soit encore autant en débat en Europe? D'une certaine façon, je pense qu'il n'y a pas débat. 25 des 27 États membres de l'Union européenne ont légalisé l'avortement. Et chaque année, nous constatons que nombre de ces pays s'efforcent de supprimer les restrictions et les obstacles de leurs lois. Bien sûr, il existe des mouvements et des acteurs qui sont contre l'avortement. Il y en a toujours eu. Mais en général, la tendance en Europe a été clairement, au cours des 80 dernières années, et je crois qu'elle va continuer à l'être, orientée vers une plus grande protection du droit à l'avortement et vers le traitement de l'avortement comme un service de santé essentiel. Mais alors Léa Auctor, vous, à la base, vous êtes irlandaise. L'Irlande, justement, a légalisé, il y a peu de temps, l'avortement. Mais qu'est-ce que ça vous inspire, Andrea Dibben? Vous, à Malte, c'est totalement interdit. Diriez-vous que, chez vous, sur votre île, le débat, en fait, appartient au passé? Pas vraiment. Eh bien, à Malte, le débat vient de commencer. Il y a encore 4 ans, le mot même d'avortement était tabou. Personne, aucun militant ne se serait présenté comme pro-choix. C'est la conséquence de la stigmatisation qui était attachée à l'avortement. Cependant, même au cours de ces 4 dernières années, nous avons constaté un changement dans la discussion, un changement dans le discours, et nous voyons beaucoup plus d'ouverture de la part de la jeune génération, principalement dans le public, sur les réseaux sociaux. Mais d'ailleurs, pardon de vous couper, Andrea, mais vous-même, vous avez été mère à 17 ans. Vous diriez qu'entre ce que vous avez vécu, vous, à l'époque, et la jeune génération aujourd'hui, les choses ont changé? Oh, complètement. Je veux dire, à l'époque où j'étais à l'école, on nous montrait ce film, The Silent Scream, le cri silencieux. Nous avions environ 12 ans, vous savez, et on nous disait que l'avortement est un meurtre. Et c'est le seul message que l'on reçoit de sa famille, de l'église, de l'école. Et quand je suis tombée enceinte, j'avais 17 ans. Ça ne m'a même pas traversé l'esprit. Une fois que vous êtes enceinte, le seul choix possible est de devenir mère. C'était le seul choix qui s'offrait à moi. Je n'ai même pas pensé à me faire avorter. Rada Hatem, vous allez être la juge de paix. Alors finalement, circuler, il n'y a rien à voir. Il n'y a pas de sujet sur l'accès à l'avortement en Europe, ou il faut quand même faire attention parce qu'on voit de plus en plus des discours revenir sur ces questions? Non, je pense qu'il faut être extrêmement nuancé. Oui, 25 États, c'est magnifique. Après, on n'a pas les mêmes lois. En France, c'était 12 semaines jusqu'à il n'y a pas longtemps. En Hollande, c'est 24 semaines. Et je pense qu'il faut aussi qu'on ait une réflexion européenne globale. C'est pas normal qu'une Française n'ait pas les mêmes droits qu'une Maltaise, qu'une Irlandaise, etc. Donc ça, c'est déjà quelque chose d'intéressant à travailler ensemble et qui peut-être permettra de réunir aussi des avis et d'apaiser des sensibilités. Évidemment, quand j'entends qu'on montre le cri silencieux à des gamines de 12 ans, je comprends parfaitement qu'elles endossent cette philosophie et qu'elles soient hyper choquées, surtout dans un pays à majorité catholique. Donc je pense qu'il faut rester vigilant. J'entends de plus en plus, effectivement, de jeunes qui se disent contre l'avortement, qui sont endoctrinés. Il y a sur les réseaux sociaux beaucoup d'argent dépensé pour faire remonter les sites anti-avortement. Dès que vous tapez sur Google avortement, vous avez en première occurrence des sites anti-avortement. Voilà. Et il y a plein de choses insidieuses, des échographistes qui font écouter le cœur du bébé à des femmes qui viennent faire une échographie pour avorter.
tout ça devrait être totalement interdit. Donc on a beaucoup de travail. Maintenant, je ne pense pas qu'on puisse faire marche arrière toute dans des pays comme la France, Ce qui s'est passé aux États-Unis ne peut pas nous arriver. Je suis pas politique, mais je pense pas. Je pense qu'après Simone Veil, il y a une telle tornade. On va nous discuter des trucs, mais je pense pas qu'on puisse faire marche arrière. Restons vigilantes. Alors, Corentin, parmi ceux qui veulent abolir le droit à l'avortement, il y a un argument en fait qui revient régulièrement. Oui, selon eux, l'avortement serait forcément un drame psychologique, mais aussi un drame médical, un danger pour les femmes. Un argument qui fait évidemment bondir dans notre atelier les défenseurs de l'avortement. Vous avez même dû intervenir, Nora, pour que tout le monde s'écoute. En fait, l'avortement, qu'on le veuille ou non, c'est un drame. Ce n'est pas quelque chose de vécu avec joie. On ne va pas avorter comme on va dans un supermarché. Une femme ne va pas avorter de gaieté de cœur. Et c'est Simone Veil qui le disait en France. Et pourtant, c'est elle qui a fait passer l'avortement en France. Je peux vous parler de femmes que je vois aujourd'hui qui ont avorté, qui ont vécu des grosses hémorragies, des dilacérations utérines, une stérilisation après, post-avortement. Enfin, des traumatismes, on en voit et on les connaît. Mais c'est fait pour leur faire... Désolé, je vous interromps. C'est un mensonge médical. L'avortement n'est pas une tragédie. L'avortement est un soulagement. Et beaucoup de femmes, et des études le prouvent, ne se sentent pas déprimées après. C'est de la désinformation qui circule beaucoup, le fait qu'elles soient déprimées et traumatisées. Non, la seule chose qu'elles doivent gérer, si on peut dire, c'est de vivre dans une société qui ne les soutient pas, ni elles, ni leurs décisions. Alors, beaucoup d'affirmations. On va faire un petit peu de vérification, si vous le voulez bien, en prenant dans l'ordre. D'abord, voilà, ça revient beaucoup chez les anti-IVG. L'avortement rendrait les femmes stériles. Le Collège des obstétriciens et gynécologues français s'est penché là-dessus en 2016 avec une étude. C'est tout simplement faux. Un autre mythe qui revient souvent, l'avortement causerait des cancers du sein chez les femmes. Pareil, c'est un mythe, c'est faux. L'avortement n'est pas non plus dangereux pour les femmes. En vérité, c'est même plutôt le contraire. Dans les pays où l'IVG est légal, le risque de mourir lors d'un avortement pour une femme est de 1 cas sur 100 000. C'est 12 fois moins que le risque de mourir lors d'un accouchement dans les pays développés. L'autre argument qui revient beaucoup, c'est l'argument de la blessure psychologique. Ce qu'on peut dire, sans caricaturer, c'est qu'il y a une minorité de femmes qui, oui, souffrent d'un épisode d'anxiété, voire de dépression après un avortement. Pour beaucoup d'autres, au contraire, c'est un soulagement. Ce qui serait, selon les études, déterminant, c'est surtout la condition psychologique préalable des femmes. Merci Corentin. Rada Hatem, est-ce que véritablement l'avortement est un soulagement pour ces femmes ou plutôt un traumatisme, celles que vous rencontrez, que vous accompagnez? Pour la plus grande majorité, c'est un soulagement. C'est ce qu'elles voulaient. Elles ont la chance de vivre dans un pays où elles ont le choix. Et je pense que ce qui fait la différence, c'est d'avoir le choix. Une grossesse imposée, ça va vous rendre extrêmement malheureux, bien plus malheureux qu'un avortement. Après, nous ne sommes que des humains. Et il est possible qu'après avoir avorté, 3 ans après, à la date anniversaire, rencontrer un bébé dans un parc, fasse remonter ce souvenir avec un peu d'émotion. Mais notre vie est faite d'émotions, je crois. Qu'est-ce que ça vous inspire, André Adibon? Quelle est la situation? Vous avez créé un service de planning familial à Malte, justement, qui accompagne ces femmes. Qu'est-ce qu'elles vous disent? Oui, en fait, nous avons mis en place une ligne d'assistance de planning familial où les femmes nous contactent par chat ou par téléphone. La plupart d'entre elles sont très en colère. Elles sont en colère parce que l'État les traite comme des citoyens de seconde zone. Elles sont en colère parce que maintenant elles sont des criminels. Elles ne peuvent donc même pas parler à leur famille lorsqu'elles se font avorter. Elles doivent le faire en secret, à la maison. Et bien sûr, si des complications surviennent, elles ont très peur. Et elles ont peur aussi d'être contactées par la police, par exemple. La plupart du temps, nous sommes les seules personnes à connaître leur histoire. Alors nous avons également créé un site web où les femmes peuvent raconter leur histoire d'avortement de manière anonyme pour briser le tabou. C'est notre objectif principal en quelque sorte. Casser le tabou, faire en sorte en fait que ces trajectoires soient racontées, que les femmes puissent s'identifier. Mais peut-être là-dessus, Léa Hoctor, en fait, si une femme a décidé d'avorter, quoi qu'il arrive, elle avortera, droit ou pas droit. C'est ça que j'entends. Oui, bien sûr, c'est vrai. Je pense que fondamentalement, ce que nous savons, grâce aux données de santé publique de l'Organisation mondiale de la santé, ainsi qu'aux preuves cliniques récoltées dans presque tous les pays de l'Union, c'est que les lois qui interdisent l'avortement ne servent à rien, si ce n'est à nuire à la santé et à la vie des femmes enceintes.
Ces lois ne réduisent pas réellement le nombre d'avortements qui ont lieu. Elles obligent simplement les gens à se rendre dans un autre pays pour avoir accès aux soins d'avortement. Ce qui a été le cas en Irlande, vous preniez le bateau pour aller en face. Des milliers de femmes ont voyagé pendant des dizaines et des dizaines d'années avant que l'Irlande ne se décide à permettre aux femmes d'accéder aux soins d'avortement dans leur propre pays. Et donc ce qui se passe, c'est que les femmes importent des pilules abortives par télémédecine avec l'aide de prestataires et de services médicaux opérant dans d'autres pays européens. Et elles le font souvent sous la menace de poursuites pénales. Alors, on voit aussi que c'est le cas en Pologne. Justyna Wrydzyńska a créé le collectif Abortion Dream Team, une association qui aide justement les femmes à avorter. Elle est la première militante sur le sol européen à être jugée pour avoir aidé à un avortement. Marine Courtade l'a rencontrée. Oui, en Angleterre, c'est jusqu'à la 24e semaine. Mais il y a 3 semaines d'attente pour un avortement. Alors ça ne va pas passer pour vous. Oui, bonjour, je vous rappelle. Alors jusqu'à la 12e semaine, c'est possible en République tchèque. En Allemagne et en Autriche, vous avez la possibilité de faire ça jusqu'à la 14e semaine. Alors vous avez le temps. D'accord, je vous en prie, au revoir. Chaque jour, Justyna reçoit des dizaines d'appels de ce type. En 2016, elle a fondé un collectif pour guider les femmes qui souhaitent mettre un terme à leur grossesse. Un défi quotidien, car ici en Pologne, l'avortement est illégal, sauf en cas de viol, d'inceste ou si la vie de la mère est en danger. Pour moi, il est important de partager ce savoir, de partager mon histoire, pour que les femmes n'aient pas peur, comme moi j'ai pu avoir peur quand j'ai avorté. En février 2020, exceptionnellement, elle décide d'envoyer par la poste à une femme qui la contacte des pilules abortives. Des pilules impossibles à se procurer en Pologne. En temps normal, j'aurais dit à la personne « Ok, jusqu'à la 12e semaine, on peut partir à l'étranger, le collectif Abortion Without Borders existe et fonctionne. » Normalement, j'aurais dit ça. Mais là, en sachant que cette personne est victime de violences conjugales, je sais qu'elle ne peut pas partir. Je sais qu'elle ne peut pas quitter sa maison. Je sais ce que ça veut dire quand quelqu'un surveille ton téléphone sans cesse. Là, il n'y avait aucune hésitation à avoir. Sauf que le mari intercepte le colis et appelle la police. Aujourd'hui, 1 an après les faits, Justyna est poursuivie par la justice pénale pour aide à l'avortement et mise en circulation de médicaments sans autorisation. Si elle est reconnue coupable, elle risque 3 ans de prison ferme. Une première audience a eu lieu en avril, sous les chants et les slogans des pro- et anti-avortement devant le tribunal. À l'intérieur, une organisation catholique et ultra-conservatrice a eu l'autorisation de se joindre aux poursuites du parquet. Son président y était. Pour nous, en tant qu'organisation juridique, en tant que groupe de réflexion juridique, il est important de veiller à ce que les tribunaux rendent un jugement équitable. S'il s'avère que les réglementations existantes n'empêchent pas de distribuer les moyens utilisés pour tuer les enfants à naître, c'est-à-dire les enfants en période de développement prénatal, cela voudrait dire que des changements juridiques sont encore nécessaires pour défendre ce groupe d'individus hautement sensibles et sans défense. En Pologne, une femme qui avorte ne risque aucune poursuite. Mais ce n'est pas le cas de ceux qui l'aident. Depuis 2020, une dizaine de personnes, proches ou médecins, ont déjà été condamnées, souvent à des peines avec sursis. Justyna est la première militante à être poursuivie. Je suis consciente que cette affaire risque d'être traitée pour l'exemple et pour nous intimider, pour qu'on ralentisse notre action, pour qu'on arrête d'entreprendre les actions et pour qu'on ait peur. Mais je sais qu'on n'aura pas peur. En attendant le verdict, Justyna continue son travail. 90 députés européens ont conjointement appelé les autorités polonaises à retirer immédiatement toutes les charges retenues contre Justyna. Sans succès. Et
Et finalement, le procès de Justina a été ajourné et reporté. Le jugement n'a toujours pas été rendu à ce jour. Alors, ces réseaux de femmes qui s'organisent, ces réseaux internationaux, transeuropéens qui permettent ces avortements à distance, peut-être que c'est ça aussi qui va permettre cet accès au droit. Léa Hoctor, il y a une spécificité avec Malte, c'est que normalement, au niveau européen, ce droit est à peu près garanti, mais Malte a obtenu de pouvoir avoir ce qu'on appelle un opt-out, c'est-à-dire de sortir de la législation, de ne pas bénéficier de la législation européenne globalement, enfin de ce droit. Comment est-ce que vous expliquez qu'il y ait une forme de deux poids, deux mesures pour certains pays sur ces questions ? Eh bien, pour moi, cela revient au point qui a été soulevé tout à l'heure, à savoir qu'il n'y a pas de loi de l'Union européenne. Il n'y a pas de droit à l'avortement inscrit dans la loi de l'Union européenne. Et je pense que la situation de Malte et de la Pologne, qui sont tous deux des États membres de l'Union, doit nous amener à nous demander si un tel droit doit être inscrit dans le droit communautaire. Et quelle est la place des lois de Malte et de la Pologne sur l'avortement dans l'Union européenne du XXIe siècle? Au cours des dernières semaines, les membres du Parlement européen ont lancé un appel pour une résolution visant à inscrire le droit à l'avortement dans la Charte européenne des droits fondamentaux. Le 7 juillet, effectivement, le Parlement européen a adopté une résolution pour demander à ce que ce droit soit dans la Charte des droits fondamentaux. Mais dans l'absolu, comme il faudra l'unanimité, ça risque d'être difficile. Oui, mais je pense qu'on est juste au début de la discussion. Et tout dépend d'où elle a commencé. Ensuite, elle peut se poursuivre et finalement, le changement peut se produire. Et c'est ce que nous avons vu se passer en Irlande et dans d'autres pays d'Europe qui avaient interdit l'avortement pendant de nombreuses années. Les discussions se sont ouvertes à un moment et le changement a fini par arriver. Qu'est-ce que ça veut dire aussi, Rada Hatem? On a ce débat en France. Dans un sondage réalisé par l'Institut Ipsos pour la Fondation Jean Jaurès, ce sondage révèle que 8 Français sur 10 veulent inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution. Est-ce véritablement suffisant pour le garantir? Est-ce qu'on n'est pas juste dans du symbole? Eh bien, je serais bien incapable de vous répondre parce que je ne suis pas assez pointue. Je pense que ça serait une forme de sécurité, mais ce qui m'a intéressé dans l'enquête Ipsos dont vous parlez, c'est que le nombre de jeunes qui défendaient l'avortement était en baisse et que c'était plus les quinquagénaires qui étaient vent debout pour préserver. Et je pense, je reviens à mon idée des jeunes, il faut absolument ouvrir le débat avec eux et comprendre pourquoi cette désaffection pour ce droit, alors que leur mère, leur grand-mère sont descendues dans la rue et ça a été un tel bouleversement de la société française. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, on ait ces prémices de rétrocession de ce droit? Je ne comprends pas. Mais on a oublié aussi, souvenez-vous, en 2014, en Espagne, le gouvernement conservateur de Mariano Rajoy avait essayé justement de revenir sur le droit à l'avortement. Il y avait eu des manifestations nombreuses et ils avaient finalement abandonné ce projet d'en faire un délit. Donc voilà, il y a eu des tentatives dans d'autres pays. Et maintenant, l'Espagne va également, dans les semaines ou les mois à venir, introduire un nouveau paquet de réformes pour protéger davantage le droit à l'avortement et supprimer les obstacles restants. Je pense donc que le processus de changement et de changement social finit par avancer. Mais alors, comment faire pour que, dans les pays où la loi est ancienne et un peu ancrée, ce côté un peu militant, qui est nécessaire quand même, ne disparaisse pas? Parce que j'entends que je serais une jeune Maltaise, je serais dans la rue, comme si j'étais en Alabama. Mais les jeunes Françaises, effectivement, elles pensent que ça va, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que vous conseilleriez, vous? Si nous pouvons informer les jeunes que ces types de restrictions et d'obstacles existent toujours, alors on pourra peut-être faire germer la graine dont nous avons besoin pour qu'ils se galvanisent, défendent ces droits et exigent de nouvelles réformes de la part de leurs décideurs. Et s'il y a une volonté politique d'agir, alors souvent des réformes et des changements législatifs se produisent. S'il n'y a pas de volonté politique, on assiste soit à un blocage, soit à la menace d'une régression. Alors, vous évoquiez justement la question de la volonté politique. Alors, s'il y a des pays où la situation tente à bouger, il y en a d'autres où la régression continue, et c'est le cas de la Pologne, Corentin. Oui, en juin dernier, le ministère de la Santé en Pologne a publié un arrêté qui mettait en place un registre en ligne où les médecins doivent désormais inscrire toutes les femmes
enceinte. Alors c'est, selon le ministère, c'est une manière d'aider les femmes. Au contraire, les opposants politiques disent que c'est une manière de contrôler les femmes. Effectivement, si l'État sait officiellement que vous êtes enceinte, il saura si vous avez donné naissance ou si vous avez avorté, même à l'étranger. Merci Corentin. Léa Octor, alors la Pologne qui met en place ce registre de surveillance en ligne pour traquer les femmes enceintes, tandis que Google, de l'autre côté de l'Atlantique, a annoncé la suppression automatique des données de géolocalisation des femmes qui se rendraient dans des cliniques pour avorter, malgré l'interdiction de certains États. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça va trop loin? Pour moi et pour mon organisation, ne nous inquiétons pas trop des personnes, des militants ou des organisations qui sont contre l'avortement, parce qu'ils ont toujours existé. Ce qui nous préoccupe, c'est lorsque les décideurs politiques et ceux qui ont le pouvoir de changer les lois commencent à poursuivre des initiatives qui feraient reculer le droit à l'avortement. Alors, Rada Hatem, on l'a entendu tout à l'heure dans notre Pourquoi, en début d'émission, en Italie, 7 gynécologues sur 10 refusent de pratiquer l'IVG. Et en Europe, on estime que 10% des praticiens se disent objecteurs de conscience. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Aujourd'hui, la question n'est pas tant le droit que l'accès au droit? Oui, dans les pays où le droit est acquis, je ne sais pas pour combien de temps, si l'accès n'est pas organisé, c'est la même chose que pour une Polonaise ou presque. Et moi, je trouve ça très préoccupant que des médecins italiens qui sont gynécologues, parce que quand on a décidé d'être gynécologue, on a décidé d'accompagner les femmes dans tous les moments de leur vie, aussi bien un accouchement qu'un avortement. Et je suis effarée de voir qu'on puisse se retrancher derrière cette objection de conscience. En quoi elle consiste, cette clause de conscience? Eh bien, un médecin qui ne veut pas faire un acte a le droit de dire à un patient, quel qu'il soit, je ne fais pas cet acte. Mais de toute façon, dans la déontologie médicale, on a le droit de ne pas faire un acte si on pense qu'il n'est pas bon pour le patient, qu'il n'est pas compatible avec nos valeurs. Ce qui m'inquiète. Mais est-ce que ça, c'est pas dangereux? Si vous voulez pas le faire, j'ai envie de dire, ne le faites pas. Plutôt que de faire mal, plutôt que de culpabiliser les femmes, plutôt que de leur donner le sentiment qu'elles sont des mauvaises mères et des néonaticides. Et laissons faire ceux qui sont d'accord pour le faire et qui le feront bien. Alors, Corentin, il y a autre chose qui a fait débat pendant notre atelier, et c'est comment éviter d'avoir recours à l'avortement, comment éviter d'avoir à en arriver là. Et l'enjeu de l'éducation sexuelle a été justement en discussion longuement. En discussion, oui, mais non. Parce que finalement, on a presque eu un consensus, on va le dire vite, mais il y avait un consensus sur le fait que le meilleur moyen d'avoir moins d'avortements, c'est de recourir à l'éducation sexuelle. Maintenant, effectivement, qu'est-ce qu'on met dans ce contenu d'éducation sexuelle? Là, les deux camps n'étaient pas d'accord. Écoutez. C'est ce que l'Organisation mondiale de la santé appelle une éducation sexuelle d'abstinence absolue. Je crois que l'on devrait rester dans la pureté jusqu'à ce que l'on soit marié. C'est-à-dire qu'on devrait vraiment réfréner nos désirs. Le meilleur moyen d'éviter les avortements et toutes ces tragédies, c'est de nous éduquer à contrôler nos désirs. Merci à Marcin. Je pense que sa contribution est importante car elle permet de comprendre clairement quelle est sa position et celle de ceux qui pensent comme lui. Il s'agit de dire aux autres comment ils doivent vivre. Peut-être que Marcin et ses amis ne seront pas d'accord, mais pour la plupart des gens, le sexe n'est pas une activité rationnelle. On ne le planifie pas, ça arrive. Rada Hatem, je vous voyais lever les yeux au ciel en disant « Mon Dieu, comment est-ce possible ?» Qu'est-ce que ça vous inspire? Ça dit quelque chose, en fait. Parce que la contraception, là aussi, on a entendu des discours, ça pollue les nappes phréatiques, ça rend les poissons stériles. Ce discours-là aussi, c'est une réalité aujourd'hui. Oui, alors je crois que plutôt que les poissons et les nappes phréatiques, on a fait peur aux femmes avec les hormones. Et donc, elles sont anti-hormones, souvent, maintenant, les jeunes. Et elles sont bien embarrassées pour avoir une contraception qui leur convienne. Et puis, il y a tous ces gens qui disent... Qu'est-ce qu'ils diffusent comme message? Le sexe, c'est mal. Et donc, le sexe, c'est à bannir. Et comment voulez-vous que ces jeunes, ensuite, aient une vie sexuelle harmonieuse? On est quoi, dans une forme de culpabilisation? Complètement. Et là, c'est quoi? C'est ce que vous nous disiez. L'éducation sexuelle, aujourd'hui, en France et a fortiori en Europe, n'est vraiment pas à la hauteur de ces enjeux? Certainement pas. En tout cas, il y a encore des écoles où on apprend ça aux enfants. Ça rend stérile, ce n'est pas bien, Dieu est contre, respecte ton corps, etc.
quelle génération de jeunes on prépare? Moi, ça m'inquiète beaucoup, ça. Comment vous expliquez, Léa Aucteur, que ce discours finalement revienne, qu'on se retrouve aujourd'hui aussi avec une part de ces militants qui nous disent, et ça a été dit dans cet atelier que nous avons eu en amont de cette émission, qu'il était possible, après tout, de donner ses enfants à naître à l'adoption pour faire plaisir à des couples, parce qu'on voit fleurir à nouveau les boîtes à bébés. On pensait que c'était d'une autre époque, via des accouchements sous X, on le voit notamment à l'est de l'Europe. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Je pense qu'il est vraiment essentiel que les lois et les politiques européennes respectent ce droit de prendre ses propres décisions pendant la grossesse, quelle que soit la décision que vous prendrez. Oui, en fait, pour compléter ce que Léa a dit, nous savons que dans la plupart des pays européens, les taux d'avortement ont diminué parce que l'accès à la contraception est désormais plus large. Si vous ne voulez vraiment pas que les femmes aient recours à l'avortement, alors la façon d'y parvenir n'est pas d'imposer des restrictions légales, mais d'élargir l'accès à la contraception. Parce qu'ironiquement et hypocritement, la plupart du temps, les pays qui ont la législation la plus stricte en matière d'avortement légal n'ont pas non plus de contraception gratuite ni d'éducation sexuelle complète. Ainsi, par exemple, à Malte, nous n'avons pas accès à la contraception gratuite. Et il existe également de nombreux obstacles à l'accès à la contraception. Mais si je peux me permettre, en France, où la contraception est très accessible, parfois gratuite pour les jeunes, le taux d'avortement est très stable. Ça veut juste dire, et vous l'évoquiez Léa, que parfois ça ne marche pas, parfois ça ne suffit pas, parfois on n'a pas eu le temps, parfois on n'est pas préparé. Donc qu'est-ce qu'on fait? On dit à ces jeunes filles, tant pis, c'est trop tard, donne ton enfant à l'adoption. Alors je voudrais revenir sur ces boîtes à bébés. C'est un choix de donner son enfant à l'adoption. Moi, les jeunes filles que j'accompagne, elles ne veulent jamais donner leur enfant à l'adoption parce qu'elles disent c'est insupportable. Il faut que j'aille au bout de ma grossesse, il faut que j'accouche. Qu'est-ce que je vais raconter à ma famille? Et puis toute ma vie, je vais y penser. Non, avortez-moi, c'est ça que je veux. Et quelque part, il faut entendre ce qu'elles veulent. Est-ce que vous êtes optimiste sur la situation, Andrea Dibben? Je suis finalement optimiste, oui. Je ne pense pas que nous nous dirigions vers le chemin de la Pologne. Je pense que nous nous dirigeons plutôt sur le chemin de l'Irlande. Espérons-le. Nous voyons de plus en plus de jeunes s'engager dans cette lutte et de plus en plus de politiciens courageux qui s'expriment. Il y a quelques mois à peine, 135 médecins ont signé une action en justice pour que la loi soit modifiée. Nous avons eu 200 femmes qui sont prêtes à entamer une procédure devant la Cour constitutionnelle contre le gouvernement afin de faire évoluer la situation. Ce sont donc tous des mouvements dans la bonne direction, je dirais. Léa Aucteur, qu'en pensez-vous? Eh bien, il me semble que le public qui soutient ce droit doit se faire entendre. Je pense que nous avons passé trop de temps ces dernières années à discuter de l'activisme de ceux qui sont contre l'avortement. Je veux qu'on parle de l'activisme de ceux qui sont en faveur du droit à l'avortement. Et je pense que ce serait mon appel au public dans toute l'Europe. Si vous soutenez ces droits, alors faites-le savoir. Moi, je suis très impressionnée par la mobilisation des jeunes Françaises en faveur des Américaines. Et j'avais envie de leur dire, mais n'oubliez pas que restez mobilisés aussi chez vous. Oui. Parce qu'il n'y a pas que... Enfin, c'était comme si, brutalement, on allait sauver les Américaines, elles allaient toutes mourir, en oubliant que si on ne se battait pas aussi en Europe, la situation pouvait dégénérer d'une façon ou d'une autre. Et donc oui, très très bien, remobilisons-nous, remobilisons l'Europe. Faisons en sorte aussi de garantir l'accès au droit. Il y a le droit et il y a l'accès au droit. Bien sûr, et on peut faire plein de choses. Mais il ne faut pas avoir cette illusion que l'avortement va disparaître si on a de la contraception, si on a de l'éducation sexuelle. Il y aura toujours des femmes qui auront besoin d'avorter et il faut qu'on soit là. Et il faut qu'on les écoute et il faut que ce soit leur choix. Merci à toutes les trois de nous avoir éclairés sur ces questions. Merci Corentin. À la semaine prochaine. Nous allons bien entendu revenir sur cet enjeu du droit du corps des femmes, un corps qui est profondément politique. C'est notre grand entretien et c'est avec Geneviève Fraisse.
Philosophe de la pensée féministe et directrice de recherche émérite au CNRS, Geneviève Fraisse s'interroge depuis plus de 40 ans sur ces enjeux qui font toujours débat aujourd'hui. Ancienne députée européenne, elle est l'auteure de nombreux ouvrages à côté du genre, sexe et philosophie de l'égalité, est paru cette année en poche, ou encore Féminisme et philosophie, essai qui fera date, dans lequel elle met en lumière les perspectives contemporaines d'un féminisme subversif. Bonsoir Geneviève Fraisse. Bonsoir. Bienvenue, je suis ravie de vous recevoir. Alors, on a vu ces dernières semaines la décision de la Cour suprême aux États-Unis qui a eu un effet vraiment d'une violence inouïe sur beaucoup de femmes dans le monde. Cette révocation du droit à l'avortement. On voit aussi que c'est le cas en Pologne. Vous dites que ce droit à l'avortement est le plus politique des droits des femmes. Qu'est-ce que cela veut dire ? C'est finalement assez simple à comprendre, puisque c'est le droit qui permet l'égalité. C'est une des conditions de l'égalité. Les autres droits, qu'ils soient civils ou politiques, professionnels ou même familiaux, sont dépendants de ce droit-là, qui est le droit à disposer de soi-même, de son corps et de soi-même, c'est-à-dire l'autonomie et l'indépendance des femmes. Ça conditionne tout. L'égalité économique, c'est que si vous ne pouvez plus avorter, vous allez avoir des disparités économiques énormes pour les femmes. Donc, si vous voulez, c'est comme le nerf de la guerre. C'est ce qui permet d'accéder aux autres, à l'égalité. Aux autres droits. C'est quoi? C'est la liberté. C'est un levier d'émancipation. C'est le levier de l'émancipation pour les femmes. C'est une condition de l'émancipation, à savoir disposer de son corps. C'est ça qui va permettre d'accéder aux autres droits. Et la question de l'avortement, c'est pas seulement la question de la démocratie, devenir citoyenne, avoir une profession indépendante, l'égalité dans la famille, etc. C'est depuis toujours, les femmes ont avorté. C'est ça aussi qu'il faut dire. Donc ce droit est d'abord un droit de dépénalisation, d'être un droit d'autorisation à un droit. Donc c'est la condition des autres droits. C'est la condition des autres droits. C'est pour ça que c'est un droit politique. Mais justement, en quoi le corps féminin, de fait, est un corps politique? On voit que ce soit là aux États-Unis, que ce soit en Pologne, que ce soit en Afghanistan avec le retour des talibans. La première des choses, la symbolique première, quand il y a une décision de prise, c'est de s'attaquer aux droits des femmes. Comment vous expliquez cela? Le corps des femmes a été ou est encore une propriété. Une propriété de qui? D'une propriété du père, du mari, du frère, des hommes. Si je prends par exemple Mary Wollstonecraft ou Charles Fourier, pour prendre des penseurs de la fin du XVIIIe et du début du XIXe, ils le disent. On met ce corps-là sur le marché du mariage ou le marché de la prostitution. Donc ce qui est en train de se passer aujourd'hui, notamment avec MeToo, c'est que ça représente la possibilité de dire mon corps m'appartient. Donc si mon corps m'appartient, le reste de moi-même va m'appartenir aussi. Comme j'ai vu une petite pancarte récemment dans une manifestation en France, ma vie m'appartient. C'était pas seulement mon corps m'appartient, mais ma vie m'appartient. C'est-à-dire, c'est ce qui conditionne l'indépendance. Ça veut dire qu'on est aujourd'hui avec des femmes qui restent prisonnières d'un système de domination où elles sont à la disposition, elles et leur corps, d'un système. Alors, pour dire les choses simples, si on parlait de MeToo, moi je dis, on passe de la propriété à la possession. Nous avons la propriété de notre corps, mais il peut être possédé. Et c'est ça que MeToo a dénoncé. Mais ce n'est plus la propriété comme au XVIe, XVIIe, XVIIIe, enfin comme dans les siècles précédents. On a conquis le droit de ne plus être la propriété. Vous savez bien que c'est le XXe siècle qui a permis qu'on dispose de notre salaire, qu'on ait le droit de faire les études qu'on veut ou la profession qu'on veut, etc. Le droit de vote. Donc tous ces droits-là, qui sont des droits d'autonomie, autonomos, source de sa propre loi, dit le mot autonomie. Et c'est ça qui est insupportable d'une certaine façon. Donc qui revient en ce moment comme une sorte de... d'effet boomerang. Comment vous expliquez ce ressac? Alors moi je dis que les droits des femmes sont réversibles. Je ne dis pas qu'ils régressent, parce que sinon ça veut dire qu'on a une idée du progrès, comme ça, que les droits des femmes progresseraient tranquillement sur la ligne, comme ça, où il y aurait un avenir. Non, ils sont réversibles. On les a obtenus, on peut les perdre. Et contrairement, vous citiez l'Afghanistan, justement la formule de Simone de Beauvoir qui est citée tous ces temps-ci énormément sur « il suffira d'une crise », ça c'est valable pour l'Afghanistan. N'oubliez pas qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Bon, mais ça c'est vrai pour l'Afghanistan, puisque c'est une crise politique qui les fait redescendre dans un enfer. Mais nous, là, Trump, c'est pas une crise. Donc c'est pour ça que moi je parle plutôt de réversibilité. C'est pas une crise du religieux. Mais pourquoi vous voulez mettre nécessairement le religieux dans tout ça? C'est le religieux, entre autres. Mais il n'y a pas besoin d'être religieux pour avoir envie que le corps des femmes ne soit pas indépendant.
Ça va beaucoup plus loin, selon vous, en fait, que cette part du pouvoir qui est très proche du religieux, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Pologne. Ça va beaucoup plus loin que ça. Oui. Et regardez, des pays très religieux, comme l'Irlande vient enfin d'autoriser l'avortement, des pays comme le Mexique vient enfin d'autoriser l'avortement, ce qui permet aux Mexicaines d'aider les Américaines, ce qui est quand même là une histoire passionnante. Et au Chili, il est question de l'inscrire dans la Constitution. Est-ce que vous diriez qu'il faut justement constitutionnaliser ces droits? Il y a eu une résolution du Parlement européen qui demandait à l'intégrer dans la Charte des droits fondamentaux. En France, on a ce débat également. Est-ce que ça suffira à garantir ce droit? Alors, je pense que c'est très important. Vous parliez de symbolique. C'est là que je vous rejoindrai sur le symbolique, à ce moment-là, au moment de l'inscription dans la Constitution. Moi, j'étais parlementaire en 2000, quand on n'a pas obtenu que ça soit dans la Charte des droits fondamentaux, puisqu'elle est de 2000 exactement. Ce droit-là, il en est à nouveau question. Moi, je ne peux qu'approuver et être très contente. Parce que cette question symbolique fait... Je vous disais tout à l'heure que dans la plupart des pays, il a fallu dépénaliser l'avortement pour l'autoriser. C'est-à-dire que l'avortement était quelque chose qui existait, mais qui était pénalisé. Alors, il y a, depuis quelques années, certaines diraient une troisième vague du féminisme, où on a vu justement le mouvement MeToo remettre au centre des questions comme la lutte contre les agressions sexuelles, sexistes, la question du consentement, sur lequel vous avez travaillé il y a 15 ans. Un livre vient de sortir à nouveau en poche. Diriez-vous que quand on voit ce qui se passe sur le droit à l'avortement, les féministes de cette troisième vague auraient oublié l'essentiel? Alors, pas du tout, elles n'ont pas du tout oublié l'essentiel, simplement, les choses se déplacent. D'abord, elles se déplacent sur ce dont nous parlons là, depuis le début de l'émission, à savoir la question de ce que j'appelle, moi, à ce propos de MeToo, le corps collectif. Non pas l'addition des corps individuels qui se battent contre le viol ou pour la contraception et l'avortement, mais le corps collectif, c'est-à-dire ce corps des femmes qui a été finalement un impensé du contrat social. Tant que ça ne modifiera pas l'organisation économique de partage des tâches et de partage des professions et de partage des situations des hommes et des femmes dans une société, ça ne marchera pas. Mais je dois être d'un tempérament assez optimiste. Parce que je vois plutôt de l'élargissement, de la continuité, de l'approfondissement, avec des moments, effectivement, des éclairages, etc. Et ce qui est assez intéressant aussi, c'est de voir à quel point ces questions polarisent l'opinion publique, si toutefois elle existe. On tend à qualifier ces femmes qui se battent aujourd'hui de féminazis, d'ennemis des hommes. Comment est-ce que vous analysez, vous, qui étiez déjà aux premières loges en 1968, ces questions et cette polarisation des débats? Nous, on nous traitait de féministes bourgeoises. Oh non, mais alors, vous savez, c'est comme... Là aussi, on est dans un continuum historique. Là, j'ai entendu des hommes politiques plutôt de droite dire « Oh, la Constitution, mais enfin, il y a des choses plus importantes, hein, le pouvoir d'achat, etc. » Ils nous font la leçon exactement comme les marxistes nous faisaient la leçon dans les années 70. Bon, faites la révolution, puis après, on s'occupera de vos petites affaires. La question du féminisme, c'est une question politique. Et tout le monde, quand ils ne veulent pas en entendre parler, en font une question morale. Et moi, chaque fois, je la réhistoricise dans l'espace du politique. Ou dans le politique, pas de remettre du politique, je la remets dans le politique. C'est pourquoi la question de l'égalité entre femmes et hommes, la question entre sexe, genre, etc., serait pas politique, c'est une question politique. Oui, c'est une question politique. Et alors, justement, et ce sera ma dernière question, Geneviève Fraisse, quelle place les hommes peuvent-ils avoir dans ces luttes-là? Comme toutes les luttes. Moi, je On parle beaucoup d'hommes déconstruits qui devraient nécessairement se déconstruire pour aller s'engager dans un monde meilleur où le patriarcat serait de l'histoire ancienne. Qu'en pensez-vous? Vous voulez continuer là sur cette lancée? Non, moi je pense que si j'ai dit que c'était politique et pas moral, ça veut dire que la question du conflit, la question du dissensus, ça fait partie de l'histoire démocratique. Au début de MeToo, moi j'ai trouvé ça très intéressant parce que j'ai été effectivement sollicitée assez vite, et alors parfois par des hommes, où ils étaient très intéressants parce qu'ils disaient on est en train de réfléchir à des situations qu'on n'a pas identifiées, qu'on n'a pas comprises. Donc c'était plutôt ce qui était sollicité, c'était qu'on leur demandait de comprendre quelque chose qu'ils n'avaient pas vu. Là, et ça me trouvait ça vraiment intéressant. Ouais, donc là, en fait, on est dans une prise de conscience collective de ce qu'on n'avait jamais voulu voir. À ce point. À ce point. Et puis, deuxième chose, c'est là où j'aimerais peut-être dire un mot là-dessus très vite, c'est de la géopolitique.
On a cité un certain nombre de pays. Les Mexicaines, alors qu'il y a un mur qui est en train de se construire entre le Mexique et les États-Unis, voilà que les Mexicaines envoient des pilules abortives aux Américaines pour qu'elles puissent... Donc, il y a des on mondes... est dans un renversement On incroyable. a des mondes à l'envers, Ouais. dans tous les sens. Et donc, ça veut dire que cette question est éminemment politique. On a parlé du Chili, de l'Irlande, de Malte, de la Pologne. La Pologne, où en ce moment, les Ukrainiennes ne peuvent pas avorter alors qu'elles se sont fait violer par des Russes. Enfin, il se passe des choses qui sont au cœur même de la géopolitique. Et donc c'est ça le féminisme. Donc laissons les affects, ou alors prenons les affects pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire parce qu'ils nous intéressent. Mais c'est pas ça l'objet. Donc la question, elle est politique, mais elle est aussi géopolitique. Merci beaucoup, Geneviève Fraisse, d'avoir été avec nous. Merci, voilà, 27, c'est fini. Mais comme vous le savez, notre grande consultation continue. Et d'ailleurs, merci d'être aussi nombreux à y participer. On compte sur vous. Dans les prochaines semaines, nous discuterons défiance démocratique, salaire, police ou comment se passer du gaz russe. Vous avez envie de débattre, vous avez des propositions, écrivez-nous. Voilà, 27, c'est fini sur cet écran, mais ça continue sur tous les autres. Alors n'hésitez pas à réagir et à commenter sur les réseaux sociaux. Très belle semaine à tous. Tchuss.